D'abord, les ouvriers étaient particulièrement fiers. Nous avons fait la révolution de février. Nous avons chargé des soldats armés de baïonnettes. Alors logiquement, on devrait peut-être avoir plus de droits que les autres après la révolution. Deuxième point, ils étaient organisés politiquement, mieux que n'importe quel autre groupe. Les ouvriers avaient les soviets, des députés, des travailleurs, des unions professionnelles, des syndicats dans les entreprises qui contrôlaient la situation. Il y avait des organisations culturelles, une milice des travailleurs et la Garde rouge. Ils étaient très organisés. Souvent, une personne pouvait être membre de plusieurs organisations à la fois. En attendant de devenir Premier ministre à la place du trop conciliant prince Lvov, Kerensky est ministre de la guerre. Le 18 juin, il lance une grande offensive qui en 2 semaines se termine en déroute. 400 000 hommes sont hors de combat. Le 18 juin, dans la rue, les bolcheviks crient à bas l'offensive et Lénine proclame « Notre parti est prêt à tout moment à prendre le pouvoir entre ses mains ». Kerensky avait voulu provoquer un grand sursaut national pour défendre les conquêtes de février. La défaite lui fait perdre tout ce qui lui reste de soutien populaire. Et le gouvernement, c'est-à-dire celui du prince Lvov ou celui de Kerensky, au fond, c'était un gouvernement qui prenait des décisions au niveau international, de négocier avec les Anglais, un armistice peut-être ou pas, de ceci, cela, mais qui dans la vie quotidienne des gens n'avait plus d'efficience. Et pourquoi? Parce que ce que demandaient les gens les 40 heures, on ne voulait pas les donner les 40 heures, parce que si on les donnait tout de suite, les usines ne travailleraient plus et on n'aurait plus assez de canons pour lutter contre les Allemands. Donc ce pouvoir par en haut n'avait pas d'efficience, alors que le pouvoir par en bas, c'était la réalité de la société. Et ce que les bolcheviks ont su faire, c'est greffer ces comités de quartier, ces soviets, etc., sur leur parti et de mettre des bolcheviks dans tous ces comités que peu à peu ils ont contrôlés. Maxime Gorky, le plus célèbre écrivain russe de son époque, antitsariste convaincu, avant 17, il soutenait financièrement Lénine et le parti bolchevique. Mais il aimait passionnément sa patrie et ne pouvait accepter, selon ses propres termes, de voir une révolution asiatique déferler et détruire la Russie. Gorky n'avait rien d'un noble. C'était un représentant non pas du prolétariat en général, mais des ouvriers. Son grand-père était le superviseur d'un atelier de peintre en bâtiment, de ces entreprises qui ne changent pas au cours du temps. Il était grand connaisseur et collectionneur de vases chinois, de porcelaine chinoise. Il aimait les livres, non pas seulement en tant que source de connaissances, mais comme œuvre d'art. Il adorait les meubles sculptés, la soie et les beaux bibelots. Pour lui, tout cela, c'était la culture. Évidemment, la destruction de la culture était une tragédie pour lui. Et quand il a vu le contenu réel de la révolution, il a adopté l'attitude d'un intellectuel effrayé qui lui allait mieux que celle du prolétariat. C'est comme ça que les pensées intempestives furent écrites. Après la Révolution, Gorky rejoignit le léninisme victorieux et plus tard encore la Russie de Staline. En 1917, il est clair que son attitude n'est même pas ambivalente. Elle est extrêmement anti-bolchevique, parce qu'il considère qu'ils sont un culte et ne comprennent pas du tout ce dont la Russie a besoin, parce qu'en fait, il les considère comme des étrangers. Il s'étend sur le fait qu'ils étaient tous à l'étranger. Ils n'étaient ni à Moscou, ni à Saint-Pétersbourg, et ils n'arrivent qu'après. Par exemple, quand il parle de la manifestation du 18 juin, il dit « C'est la manifestation de l'impuissance des éléments loyaux. Seuls les bolcheviks ont manifesté. Je commence à les mépriser et à les détester. Quelle bande d'authentiques crétins russes !» La majorité de leurs banderoles appelait à la démission des 10 ministres bourgeois, alors qu'il n'y en avait que 8. In Russia, a great
Kerensky, bien des années plus tard, exilé en Amérique, n'avait rien perdu de son étincelante éloquence, de ses convictions ou de ses espoirs, à une époque où cela pouvait paraître chimérique. I am no prophet, but I know Russia, and I am sure that the democracy will win before long. Il était socialiste, mais pas marxiste. Il fut un des acteurs principaux de cette révolution de février. Il était meilleur révolutionnaire qu'homme d'État, plus doué pour la parole que pour l'action. J'entends par la fenêtre, au loin, un discours avec des applaudissements. Et ensuite, quand j'ai demandé qu'est-ce que c'est, on m'a dit mais c'est Kerensky qui parle. Et il parlait aux soldats avec sa fougue habituelle. Il leur faisait honte. Vous devez défendre les conquêtes de la Révolution. Vous défendez la terre que la Révolution vous a donnée, etc. Alors un soldat dit « La terre, mais si je suis tué, est-ce que je l'aurai la terre ?» Alors Kerensky l'a accablé de tout son mépris. Je ne sais plus en quel terme exactement, mais l'autre en est tombé comme mort. Juillet 1917, une tension extrême et Petrograd toujours dans la rue. Le gouvernement veut envoyer au front les régiments stationnés dans la ville, comme par hasard ceux qui sont les plus proches des bolcheviks. Colère des soldats et des ouvriers, bientôt rejoints par les marins de Kronstadt. Plus impatients que leur leader, plus impatients que Lénine, pour une fois indécis, ils veulent tout de suite les pouvoirs aux soviets. Le gouvernement fait tirer sur la foule. Scène reconstituée par Eisenstein d'après des photographies d'époque. Puis l'état de siège est décrété, Lénine doit fuir en Finlande, des centaines de militants bolcheviks sont arrêtés, dont Trotsky. L'homme fort de la répression derrière Kerensky s'appelle Boris Savinkov, aussi implacable dans sa haine des bolcheviks qu'il l'était contre les tsaristes, en chef terroriste des années 1900. En juillet, c'est pas le parti bolchevique qui a voulu prendre le pouvoir. Il y a eu un mouvement de masse et sincère à la suite de l'offensive, de l'échec de l'offensive. Mais alors, Savinkov a attribué aux bolcheviks la démoralisation de l'armée qui explique le désastre. Bon, car effectivement, la propagande bolchevique était très active depuis le retour de Lénine en Russie en 1917. Et alors, Savinkov aurait voulu une répression très très forte contre. Mais Kerensky avait ce côté, les bolcheviks quand même, bon, c'est des camarades qui luttaient avec nous contre le tsar. Quand on regarde attentivement les rapports entre Lénine, dont je dirais qui à partir du moment où il est rentré à Saint-Pétersbourg occupe de plus en plus de place dans le paysage politique, et Kerensky, on s'aperçoit que Kerensky était fasciné par les bolcheviks, un peu comme on est fasciné par un serpent, et convaincu, au fond, qu'il ne pouvait rien. Et c'est ce qui explique la décomposition de son pouvoir, car il n'a réagi à rien du tout. Après la Révolution, les bolcheviks voulurent donner de Kerensky une image poussée au noir, faisant de lui, comme dans le film d'Eisenstein, un apprenti dictateur impérieux ou juste psychopathe et ridicule. Faut-il croire Kerensky quand il dit sans le putsch de Kornilov, il n'y aurait jamais eu Lénine. Kornilov, général républicain, il était peut-être le seul,
fut nommé généralissime par Kerensky et selon un de ses prédécesseurs, il avait un cœur de lion et une cervelle de mouton. Il n'adhérait à aucun parti politique. On ne peut pas dire que c'était à proprement parler un ennemi des bolcheviks ou un ardent partisan du tsarisme. Il était pour la Russie, tout court. Il était pour que la Russie survive et continue la guerre. Pour que la Russie ne modifie pas ses accords avec les pays de l'entente. Pour qu'elle reste une alliée sûre et pour que le front Est continue d'exister. Il voulait que l'armée russe soit dynamique, qu'elle ne se désintègre pas. Au début, Kerensky et Kornilov étaient sûrement d'accord sur les mesures à prendre pour sortir l'armée et la Russie de l'anarchie. Mais, ambition contradictoire ou malentendu, cette entente ne dura guère. Kerensky et Kornilov voulaient tous deux chausser les bottes de Bonaparte. Ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Rappelez-vous la scène où les deux Bonaparte s'observent mutuellement et pratiquement s'entrechoquent front contre front. Ils ne se faisaient pas confiance, dès le départ. Kornilov se croit toujours en accord avec Kerensky, chef du gouvernement légal. Il a l'appui des forces de droite et du centre et croit qu'il va sauver la Russie. Mais Kerensky fait volte-face, démet Kornilov, bloque les troupes que le général envoie pour rétablir l'ordre dans la capitale. Kerensky a été retourné au dernier moment, était paniqué à l'idée que Kornilov, une fois maître de la ville, instaurait sa dictature personnelle. Et ça, Kerensky, que Savinkov surnommait la danseuse, il a capitulé. Et alors, quand les troupes de la division sauvage approchaient de Petrograd, au lieu de les accueillir, Kerensky les a dénoncés. Mais Kerensky a commis une erreur tragique. Pour triompher de Kornilov, il a dû demander de l'aide à toutes les forces révolutionnaires et donc aux bolcheviks, qui reviennent ainsi en force sur la scène politique après leur élimination en juillet. Octobre n'est plus très loin. Soit le camarade Kerensky travaillait pour nous, et son rôle était de transmettre le pouvoir, et dans ce cas, son comportement devient totalement compréhensible, soit nous devons admettre qu'après l'avancée de la révolution de février, est arrivé au pouvoir un homme dont les capacités intellectuelles, je ne saurais même pas à quoi les comparer. Disons qu'elle ferait passer George W. Bush pour un génie. Lénine revient clandestinement de Finlande quelques jours après avoir écrit au comité central « Les bolcheviks peuvent et doivent prendre le pouvoir ». Il martèle le message. Si nous ne le prenons pas maintenant, l'histoire ne nous le pardonnera pas. Il sait le gouvernement de Kerensky discrédité, les Allemands aux portes de Petrograd, et ce n'est pas la préparation d'une assemblée constituante qui va redonner espoir à cette Russie agonisante. En février 17, vous aviez 1 million de déserteurs. En août 17, vous en avez déjà 2 millions. Le 24 octobre 17, il reste 1 jour de vivre à Petrograd, etc. C'est un pays qui est au bord de la famine, c'est-à-dire que l'ensemble des espoirs que devaient réaliser ceux qui sont au pouvoir après février 17 ont été déçus. Ça se marque par exemple par le fait que Kerensky, le chef du gouvernement provisoire, qui était très populaire en mars 17, est à peu près unanimement détesté en octobre 17. Les bolcheviks étaient 23 000 en février 17, 100 000 en avril, 240 000 en août et 350 000 début octobre. À Petrograd, ils sont mieux organisés et mieux armés que n'importe qui d'autre. Mais certains membres influents du comité central ne veulent pas prendre les risques que Lénine, lui, est impatient de courir. En octobre, les communistes, les bolcheviks, sont déjà majoritaires dans les soviets. Donc ils pourraient prendre le pouvoir, sans insurrection. Seulement, Lénine juge qu'ils seront obligés de partager le pouvoir avec d'autres socialistes. Qui sont... Or, lui, il veut le pouvoir pour le parti, pour lui tout seul. Et du même coup, une insurrection aura l'avantage de donner un supplément d'armes et de force à ceux qui auront renversé le gouvernement Kerensky, pas de façon parlementariste, si j'ose dire, mais par la force. Et là, il l'emporte sur Kamenev, Zinoviev et les autres qui jugent que c'est pas la peine, ce qu'on veut c'est le pouvoir, c'est pas le pouvoir pour nous tout seuls. Donc chaque fois, il a une position extrême et chaque fois, les faits lui donnent raison, d'où son autorité absolue. Trotsky n'a adhéré qu'en 1917 au parti bolchevique. Il est président du Soviet. À cause de ses talents d'organisateur, Lénine le nomme responsable de toute la partie militaire de l'insurrection.
Trotsky et son équipe au soviet de Pétrograd font sur le plan tactique un choix étonnant pour l'époque. Ils organisent un comité de guerre révolutionnaire. Le but de ce comité révolutionnaire est de protéger Pétrograd. L'explication est la suivante. Nous ne pouvons pas confier la défense de Pétrograd-la-Rouge, cette capitale révolutionnaire, aux généraux de Kornilov, proches de lui, et qui parfois travaillent tout simplement pour lui. Nous devons les contrôler. Ainsi, officiellement, le comité de guerre révolutionnaire se met en place pour la protection de la ville. Des commissaires sont envoyés dans les bataillons, et en fait, on concentre les forces en vue de la lutte pour le pouvoir, car le conflit pour le contrôle de la garnison de Pétrograd est inévitable. À Pétrograd, tout le monde sait que l'insurrection est imminente. La presse en parle même ouvertement, et chacun compte ses forces. Chez les bolcheviks, certains doutent du succès. Le 10 octobre, Lénine, après 10 heures de discussion, a arraché par 10 voix contre 2 un vote favorable à l'action immédiate. Le 16 octobre, autre séance, sur 21 présents, 6 votent pour le report. Mais Lénine a gagné. Trotsky, qui voulait attendre le jour d'ouverture du congrès des soviets, s'incline et transforme le siège des soviets, Smolny, en camp retranché. Kerensky, enfermé dans son palais d'hiver, attend. Il croit que c'est l'occasion d'écraser définitivement les bolcheviks, mais s'aperçoit qu'il ne peut pas compter sur la garnison de la ville, sauf quelques troupes fidèles, face aux gardes rouges ouvriers, aux Marienkronstadt et aux régiments qui ont choisi le camp révolutionnaire. Le soir du 24, selon le plan minutieusement préparé, les bolcheviks vont s'emparer sans coup férir de tous les centres stratégiques. Gares, télégraphes, postes, banques. Mais avant cela, il fallait que leurs troupes arrivent au centre-ville, donc passent par les ponts. Le soir, le gouvernement provisoire donne l'ordre de lever les ponts. Et c'est extrêmement important, car si les ponts sont levés, le centre de la ville se trouve coupé de certains quartiers ouvriers, y compris le quartier de Vyborg, citadelle des bolcheviks. Il est clair que c'est dangereux, alors arrive un contre-ordre, rétablir la circulation sur les ponts. C'est un combat qui se livre pour le contrôle des ponts, sans coup de feu ni effusion de sang. Et finalement, en une nuit, sans violence, les bolcheviks ont pris le contrôle total de la ville. Et un beau matin, on a trouvé tous les points stratégiques de Pétrograd occupés par des gardes rouges et des marins de Kronstadt, c'est-à-dire les éléments qui suivaient le plus docilement les bolcheviks, et Trotsky en particulier, car c'est lui qui a préparé les choses. De sorte que dans la rue, je n'ai vu justement qu'en passant devant le palais Marie, où se tenait quelques jours avant le pré-parlement, j'ai vu qu'il y avait des marins, des postes de marins qui gardaient. Je dis, il y a du nouveau. Dans la mesure où tout ce qui représentait le pouvoir était à Saint-Pétersbourg, tout ce que les révolutionnaires avaient à faire était de s'emparer de Saint-Pétersbourg, parce qu'ils auraient alors entre leurs mains presque tout le pouvoir économique, politique et autres de Russie. Le coup d'État officiel a lieu le matin du 25 octobre, quand Lénine annonce la destitution du gouvernement, l'attribution du pouvoir au comité révolutionnaire, qui dépend formellement du soviet de Pétrograd, mais qui est entièrement contrôlé par les bolcheviks. Le programme, paix immédiate, abolition de la propriété des terres, contrôle des usines par les ouvriers. Kerensky, quelques minutes plus tôt, a quitté le palais d'hiver dans une voiture de l'ambassade américaine, déguisé en officier serbe, pour aller chercher des renforts qu'il ne trouvera pas. Son dernier souvenir de Pétrograd, un mur où il griffonnait, abat le juif Kerensky et vive Trotsky. Il reste un lieu à occuper, le palais d'hiver, siège du gouvernement, d'où les ministres de Kerensky n'ont pas bougé. Les troupes qui le gardaient ont disparu, sauf de jeunes officiers et le bataillon féminin de la mort, qui, au milieu de passants indifférents, préparent leur défense et dressent des barricades. Jusqu'à 6 heures du soir, sur le pont du palais, voisin du palais d'hiver, circulait un tramway. Une ligne de tramway y passait. Et en se basant sur le fait que tout cela continuait tranquillement, beaucoup de gens disent qu'il n'y a eu aucun soulèvement, que le palais d'hiver n'a pas été pris d'assaut.
C'est évidemment faux. Il y avait des forces relativement importantes. Selon certaines sources, 2, peut-être 3000 défenseurs se trouvaient à l'intérieur du palais d'hiver au départ. Même s'il est vrai qu'au moment où les gardes rouges et les matelots ont pris d'assaut le palais, il n'y avait plus que 200 gardes au maximum à l'intérieur. L'infériorité numérique et l'inexpérience de ces derniers défenseurs du palais d'hiver leur laissaient peu de chance, sinon de résister courageusement et de disparaître, oubliés de l'histoire, sauf sur ces quelques images. Ils n'étaient pas du bon côté. De l'autre côté se trouvaient concentrées des forces relativement importantes sur la place. Plusieurs milliers, selon certaines données, 10 000. La prise du palais d'hiver commença le 25 octobre vers 23 h et fut terminée aux alentours de 2 h du matin. Malgré la preuve par Eisenstein, en réalité, ce fut un envahissement plus qu'un héroïque combat, et il n'y eut aucun mort du côté des assaillants. Le bâtiment était soumis à un feu d'artillerie qui venait non pas de la ville, mais de la forteresse Pierre et Paul, et du côté du portail de l'état-major général. Certains obus n'arrivaient pas au palais d'hiver, car ces types ne savaient pas bien tirer. Certains ne savaient même pas tirer du tout. Mais certains ont atteint leur cible. Il y a eu des tirs de fusils et de mitrailleuses, et il y a eu des morts. L'un des hauts faits de cette nuit historique, attesté par des témoins, des acteurs et même par Eisenstein, fut la prise de la cave, qui donna lieu à une immense saoulerie, à une bacchanale effrénée. Le 25 octobre, Lénine aurait dit à Trotsky, c'est étourdissant. Et aussi, déclencher la révolution mondiale en Russie fut aussi facile que de ramasser une plume. Le Times décrit cela comme la révolte du bolchevique Lénine. Et elle est considérée comme un exemple de plus du manque d'organisation des Russes. Parce que les Russes étaient considérés comme des alliés dangereux et peu sûrs, à cause du chaos qui régnait dans le pays. En Russie même, on a considéré les événements comme un épisode de la lutte politique qui avait débuté juste après la destitution du tsar et comme un développement du conflit entre les forces de gauche et la droite pour l'héritage du pouvoir dans le pays. Je pense que la révolution d'octobre a longtemps été évoquée comme Perevarot, c'est-à-dire un coup d'État, plutôt qu'une révolution. Et pour la plupart des gens, la question était d'essayer de comprendre ce qui se passait. Quand on lit les journaux personnels, ce qui est fascinant, c'est de voir que très peu de gens comprenaient l'importance de cette journée. La bataille pour Moscou fut beaucoup plus meurtrière et longue que celle si facile de Pétrograd. C'était déjà la guerre civile. Les Russes, qui étaient pour les Soviets, n'étaient pas tous devenus bolcheviques pour autant. On dit que Lénine exulta le jour où il put dire « Nous avons duré plus longtemps que la Commune de Paris ». Les bolcheviks avaient compris les leçons des révolutions du passé. Ils exerçaient un pouvoir sans partage par le Conseil des commissaires du peuple, présidé par Lénine. Il y eut une assemblée constituante, promise depuis si longtemps, mais les bolcheviks y étaient très minoritaires, elle fut donc liquidée à sa première séance. La guerre était toujours là. Personne, allié ou adversaire, n'avait répondu aux offres de paix. Les Allemands menaçaient Pétrograd et on ne voyait pas venir la grande révolution des peuples d'Europe qui devait tout arranger. Les bolcheviks avaient besoin de l'armée, et l'armée d'un État, même bolchevique. Pour une bonne partie de l'armée, après tout, c'était aussi des hommes d'ordre. 30% des officiers russes de tout niveau choisirent l'armée rouge. Selon certains historiens, le lien entre l'état-major et les bolcheviks se fit par l'intermédiaire d'un très fidèle et ancien compagnon de Lénine, Vladimir Bonch-Broyevitch. Vladimir Bonch-Broyevitch, dont le frère, Mikhail Bonch-Broyevitch, était un général, ancien chef de la sécurité militaire
et haut placés dans l'état-major. Quelques jours avant même le coup d'État bolchevique, Vladimir, le bolchevique, aurait demandé à son frère, le général, de se mettre au service du régime futur. Ce document, inédit jusqu'à aujourd'hui, témoigne de cette demande. À ce moment, son frère s'adresse à lui. Il lui dit que dans Petrograd la Rouge, le pouvoir soviétique cherche un général avec un nom, qui pourrait organiser la défense de la République soviétique. C'est une courte lettre. Le frère écrit à son frère sur un ton très franc. Si tu attends un jour ou deux, ton poste disparaîtra et sera pris par quelqu'un d'autre. Bonch-Brojevich n'a pas hésité. Il a compris tout de suite qu'il fallait partir. Il a envoyé sur le champ à son frère un bref télégramme. « Je suis d'accord, j'arrive ». On pouvait arriver à Saint-Pétersbourg à temps. À cette époque-là, les trains circulaient. On pouvait y arriver en 24 heures. Et en un temps très bref, avant le départ du train, il a su rassembler un groupe de 14 généraux et officiers de l'état-major général qui voulaient servir la Russie quelle qu'elle soit. Et il est arrivé avec eux. En bref, il a amené une équipe prête, un mini-état-major tout prêt. Le général Bonch-Brojevich eut des responsabilités importantes dans l'armée russe jusqu'à la fin de la guerre avec l'Allemagne, puis il prit en main l'organisation de la nouvelle armée rouge. C'étaient de très bons analystes. Ils maîtrisaient la situation. Ils savaient ce qui se passait au front, sur l'arrière, connaissaient par exemple la disposition des unités, connaissaient l'emplacement et la nature des réserves. Ils avaient des informations qui permettaient d'organiser immédiatement le système de défense. C'étaient tous des professionnels. À cause, entre autres raisons, du lien étroit qui unissait les deux frères, certains en Russie ont bâti l'hypothèse d'une conspiration entre hauts responsables de l'armée et les bolcheviks. Mais cela relève plus d'une construction mentale que d'une déduction à partir de preuves tangibles. La Russie était une monarchie féodale militaire. C'est la raison pour laquelle aucun changement sérieux ne pouvait s'effectuer autrement que par le biais d'une action militaire, c'est-à-dire une action du commandement militaire. Dans ce cas, oui, il s'agissait d'une conspiration militaire, mais on remarquera qu'il s'agissait d'une conspiration très radicale, qui dans une certaine mesure était dirigée également par les militaires contre eux-mêmes. Et d'ailleurs, en termes de valeurs humaines, réfléchissez, est-ce qu'on a souvent vu au cours de l'histoire une situation où, au nom du patriotisme et de l'amour pour son pays, la couche sociale qui a accès au pouvoir dit « Nous n'en pouvons plus, nous allons à la banqueroute, nous passons le pouvoir à ceux qui peuvent s'en servir ». De mon point de vue, c'est un patriotisme colossal, fantastique. Mars 1918. Pour sauver la révolution russe, la Russie accepte ce que Lénine appelle la paix honteuse. À Brest-Litovsk, Trotsky négocie 3 mois avec les empires centraux. Contre beaucoup de ses camarades, Lénine a voulu cette paix à tout prix. Elle coûte à la Russie un bon quart de sa population, Ukraine, Finlande, Pays-Baltes, un quart de sa production agricole et industrielle, 75% de son fer et de son charbon. Le fragile État bolchevique évite la conquête allemande, mais ne va pas échapper à la guerre civile. Le premier grand décret était le décret sur la paix. Et comme le décret sur la terre, qui suivit rapidement après, il était énoncé en termes très vagues. Il était plein de promesses et d'attaques contre la politique de l'ancien gouvernement. Mais il ne disait pas comment obtenir la paix, ni comment on allait vraiment redistribuer la terre. On va reprendre la terre à ceux qui la possèdent illégitimement, mais comment on va la restituer, c'est une autre question. Il est intéressant de constater que ça s'est transformé très vite, on le voit sur les photos des manifestations, en ce slogan très pratique, la paix, la terre et le pain. En fait, c'était la paix, la terre et tout ce que l'agriculture pouvait produire. C'était court, lapidaire et tout à fait compréhensible par la clientèle à qui s'adressaient originellement les bolcheviks. C'est-à-dire au départ les soldats et les marins sur qui reposait le destin du gouvernement bolchevique. Plus que le coup d'octobre 17, la grande victoire des bolcheviks fut de gagner la guerre civile qui suivit, face à des armées blanches menées par des généraux qui avaient autant méprisé Kerensky que Nicolas II, mais qui haïssaient plus que tout les bolcheviks.
Il y a eu 3 ans de combats sans pitié entre deux camps. Au nord, au sud, à l'est, les Blancs attaquaient, soutenus par la France, l'Angleterre, les États-Unis, qui voulaient en finir avec le bolchevisme. Ils furent tout près de prendre Moscou et Pétrograd, mais l'armée rouge, sous l'autorité de Trotsky, s'organisait et finissait par prendre le dessus. Les Blancs provoquèrent la haine partout où ils passaient, car ils ramenaient le tsarisme et son poids d'autocratie brutale. Ce fut terreur rouge contre terreur blanche, chacun étant fanatiquement résolu à exterminer l'adversaire. Représentez-vous l'entourage de Staline. Jdanov, Malenkov, Bulganin et de nombreux autres personnages sont entrés dans la vie politique dans les années de la guerre civile. En fait, ils se sont formés en tant que politiques au cours de la guerre civile. Et les premières méthodes du gouvernement politique, c'est ça. État d'urgence, réquisition et terreur. La guerre de l'arrière, la guerre de l'intérieur, était menée par la Tchéka, cette police politique créée par Lénine, bien plus redoutable que l'Okhrana tsariste. La Tchéka avait un droit de vie et de mort sur tout ce qu'elle arrêtait, ceux chez qui elle perquisitionnait. Par exemple, les paysans, refusant de livrer leur blé à l'État, dans cette Russie bolchevique aux abois, mais qui refusait de s'effondrer. Ce sont des hommes de la Tchéka sur leur propre initiative, ou plutôt sur ordre du sommet, qui dans la nuit du 16 juillet 1918 assassinent le tsar et sa famille, femmes et enfants, par peur, dit-on, de voir les Blancs venir les libérer. La guerre contre les Blancs se termine, une terrible famine ravage le pays. La guerre civile a coûté entre 3 et 7 millions de morts. Le typhus, 2. Il y a eu les 2,5 millions de morts de la guerre. La famine en ajoute 5. Dans certaines régions, à portée de photographes, on revient au cannibalisme et on en fait commerce. Pouvons-nous imaginer que des gens appellent leur fille dictature, ou par le diminutif diktat? Dans les années de la guerre civile, ça pouvait se faire. On pouvait appeler sa fille Terreur. Terreur Ivanovna Petrova. On voyait ça dans les années de la guerre civile. Et cela veut dire que le comportement vis-à-vis de la violence et de la terreur au sein de la population, pendant la guerre civile, était très particulier. La situation était complexe, tout à fait particulière. Lénine ne tint évidemment pas sa promesse d'un gouvernement du peuple par le peuple. Et toute révolte était impitoyablement punie. Makhno, l'anarchiste ukrainien, héros de la guerre contre les Blancs, repartit en guerre avec un mot d'ordre, les soviets et pas les bolcheviks. Il fut battu et partit en exil. C'est Lénine qui a inventé le goulag, et non pas Staline, qui n'a fait que perfectionner le système. Les pistolets des tchéquistes ne suffisaient plus pour régler le compte de tous les contre-révolutionnaires, les terroristes et les saboteurs. Un paysan déporté écrit « Nous sommes menacés de mourir de faim. Chaque jour, un revolver est pointé vers notre poitrine. Une femme a été poignardée par une baïonnette et 2 hommes abattus. En 6 semaines, 1600 personnes ont péri. Nous vivons en grand danger, nos cabanes sont remplies d'excréments. Avec 250 personnes par cabane, nous tombons malades rien qu'avec l'air que nous respirons, en particulier les bébés. Il vaudrait mieux que la terre sombre dans la mer et qu'il n'y ait plus de monde, ni rien de ce qui y vit. » Lénine théorisa cette terreur de masse exercée au nom du prolétariat. Cette dictature n'est rien d'autre qu'un pouvoir libéré de toute loi, que ne retient absolument aucune règle, un pouvoir fondé directement sur l'usage de la force. Lénine, c'était le créateur de l'idée d'un parti doit être organisé pour la prise du pouvoir avec l'autorité vient d'en haut.
On ne peut pas tolérer d'opposition à l'intérieur. Les oppositions, les fractions minent la puissance, etc. Et il a fait peur à Rosa Luxembourg. Il a été beaucoup de révolutionnaires dit, mais attention, on va aller vers une dictature, vers l'étouffement des libertés. Hein. Mais seulement, effectivement, c'était en même temps une bonne pratique. C'est vrai que ça a servi. Hein. La matraque, la trique, les déportations, les exécutions, la terreur, c'est utile. Hein. Je veux dire, c'est efficace quand c'est bien mené. Kronstadt, une forteresse sur une île, 30 km au large de Petrograd. Les marins de Kronstadt, héros légendaires, s'étaient déjà révoltés en 1905 et 1906. En février 17, ils s'emparent de la forteresse, exécutent les officiers supérieurs et forment un soviet. Ils sont en octobre les fers de lance de la Révolution. Anarchistes dans l'âme, en mars 1921, c'est leur dernière révolte. Les dirigeants de l'insurrection étaient ces marins de la mer Baltique qui avaient conduit la révolution à Petrograd. Ils ont choisi un slogan, « Les soviets sans les bolcheviks ». La particularité de Kronstadt était qu'il y avait parmi eux beaucoup de paysans des provinces de Pskov, Novgorod. Ils recevaient des lettres de chez eux disant que les gardes rouges étaient là et qu'ils confisquaient tout ce qui peut être confisqué chez les paysans. Provisions, pain, pommes de terre et tout le reste, sans rien donner en contrepartie. En fait, les détachements chargés de la réquisition des aliments se livraient à un racket pur et simple. Après 17 jours de révolte, Kronstadt est écrasé par l'armée rouge et les marins fusillés ou emprisonnés, sauf ceux qui ont pu fuir en Finlande. La révolte et la répression de Kronstadt, comme celle des paysans de Tambov quelque temps avant, marquent la fin d'une utopie, la fin du rêve du gouvernement du peuple à travers les soviets. Désormais, c'est seulement au nom des intérêts supérieurs du parti bolchevique, défini par ses seuls dirigeants, que le pays sera gouverné. La survie du bolchevisme exige un pouvoir de plus en plus autoritaire. La destruction définitive de l'ordre ancien exige celle de l'Église orthodoxe. En 1922, les églises, les trésors, sont pillés sur les ordres directs de Lénine. Mais pour faire disparaître cette religion, qui n'a pas sa place dans la société socialiste, il faut éradiquer son clergé. Rien qu'en 1922, plus de 2500 prêtres, 2000 moines, 3500 moniales seront tués. La place est libre pour les tenants de la nouvelle foi. Maïakovski, héros du bolchevisme, grand poète futuriste avant 1914, masse d'amour et masse de haine, disait-il de lui, plongea avec sa nature ardente, son génie et un enthousiasme total dans cette révolution qui allait forger cet homme nouveau, ce monde nouveau dont il avait toujours rêvé. Il se suicida en 1930. En 2006 à Moscou, une grande exposition lui est consacrée. J'ai barré d'un trait la carte du quotidien en renversant la couleur d'un verre. J'ai montré sur un plat de gelée les pommettes obliques de l'océan. Sur l'écaille en fer blanc d'un poisson, j'ai lu l'appel de lèvres nouvelles. Et vous, pourriez-vous jouer un nocturne sur la flûte d'une gouttière? Ce poème est un poème clé. Avec lui, Maïakovski est entré dans le monde de la poésie. Il y a une sorte de frontière entre la poésie égale et belle, aux sonorités douces, et celle de Maïakovski. Avec ce poème, Maïakovski s'est imposé comme un homme nouveau dans la poésie. Nouvelle rime, nouveau thème et une nouvelle prosodie. Lénine n'appréciait que modérément l'avant-gardisme de Maïakovski, que soutenait avec fidélité son ami Lunacharsky, le grand responsable de la culture et de l'éducation. Les rapports entre Maïakovski et Lunacharsky étaient extraordinaires. Lunacharsky aimait Maïakovski. Même si Maïakovski critiquait parfois Lunacharsky, celui-ci s'adressait à Maïakovski avec beaucoup d'autorité. Il voyait l'immense talent de Maïakovski. Il comprenait que Maïakovski pourrait apporter à l'art qui venait, à l'art socialiste, un grand renouveau, qu'il était l'homme que la nouvelle vie attendait. Lunacharsky était très proche des groupes les plus modernistes, mais il avait une fonction politique. Il était commissaire pour l'enseignement. Cela équivaudra à nos ministres de la Culture.
Et s'il pouvait laisser le champ libre à une nouvelle forme d'art insolite, il devait aussi trouver l'argent pour soutenir les artistes. Et avant tout, penser aux prérogatives de la Révolution et à son maître, Lénine. Pour qui la Révolution signifiait en premier lieu de former les ouvriers et les paysans. D'abord les alphabétiser, car c'était un pays qui était illettré à 80%. Et nous ne pouvons pas dire que Lénine n'avait pas le sens de la culture. Mais Lénine était un pragmatique, c'était un politicien. Et il pensait que ce qui était primordial, c'était que ce peuple puisse apprendre à lire et à écrire. La propagande, à l'égal de la violence, avait toujours été considérée par Lénine comme une arme décisive. Dziga Vertov, l'un de ces brillants cinéastes qui rejoignirent la Révolution, était un génial documentariste, un grand poète. Il faisait découvrir, sur un train qui sillonnait la Russie, le cinéma à des gens qui n'avaient jamais eu la chance d'en voir. La Russie était immense, et le train, le seul moyen de la traverser, c'était des maisons de la culture ambulantes qui allaient d'un bout à l'autre du pays. Cette expansion culturelle vers l'intérieur de la Russie impliquait des expositions de peinture, des projections cinématographiques. C'est pour ça que Lénine disait « Le plus important des arts est l'art cinématographique ». Des caravanes avec gramophone racontaient les actes et diffusaient les discours de Lénine. Un gigantesque programme culturel et révolutionnaire. Ce qui est magnifique, c'est que cette expansion était apparemment minimale, alors qu'intérieurement, les tentacules du processus atteignaient les régions les plus éloignées, les coins les plus reculés. À l'époque, l'idée de jouer un opéra ou un spectacle classique pour les paysans ne paraissait pas tellement utopique. La Révolution et la guerre civile n'avaient pas d'un coup de baguette magique fait sortir la Russie profonde de son illettrisme, d'où l'utilisation intensive de l'image au service de la propagande. Les affichistes étaient remarquablement inventifs et efficaces dans ces années d'âge d'or de la culture russe, où peintres, sculpteurs, musiciens, hommes de théâtre, architectes rivalisaient de talent. Mais cela ne dura pas, et les génies russes partirent pour la plupart en exil. Lénine, et encore moins son successeur, n'appréciaient guère l'avant-garde et la liberté qui va avec. Les grands peintres, les Kandinsky, Chagall, Larionov ou Goncharova ont commencé à définir leur ligne artistique, futurisme et constructivisme, avant la Révolution. Nous connaissons de nombreux tableaux qu'ils ont peints en 1906, 1907, 1914, 1915. Mais pour eux, la Révolution signifiait sur ce point un incroyable enrichissement, parce que leur sentiment, c'était « désormais tout est permis ». À présent, nous pouvons tout faire. C'est une liberté sans borne que nous avons, nous les artistes. Et en plus, nous avons un État qui n'exerce plus de contraintes par l'intermédiaire de l'Académie des Beaux-Arts, de certains musées, ou pour le théâtre avec le théâtre impérial. Avec une politique théâtrale très traditionnelle, déterminée par le goût de la cour ou de la bourgeoisie. Les artistes devaient faire quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Non pas produire des œuvres destinées à être vendues ou des commandes, mais travailler à enseigner à la jeune génération le rôle de l'art dans la nouvelle société. Quelques-uns des plus grands artistes étaient capables de produire de la vraie propagande, aussi bien que de la contre-propagande. Et ça ne posait pas de problème.
Des œuvres étranges surgissaient, tel ce film, Aelita, sorti en 1924. Le metteur en scène Protazanov inventait un avenir, un monde nouveau, un rêve ou un cauchemar, mais en tout cas un univers pas très socialiste. Même Lénine, qui entre nous était un piètre marxiste, qui ne s'inspirait pas de la théorie de la reconstruction économique de la société, même Lénine espérait l'arrivée d'un homme nouveau et considérait que sa plus grande réalisation était la création des samedis communistes, avec des hommes nouveaux qui allaient travailler bénévolement. C'était le plus important pour lui. En somme, ce n'était pas un économiste. Ce qui les unissait, c'est que c'étaient des rêveurs. Ce n'est pas pour rien que Wells l'appelait le rêveur du Kremlin. C'était ça, Lénine, et pas ce comptable de la Révolution dont on donne l'image en Russie. Lénine mourut en 1924, réduit au silence par la maladie depuis des mois. Staline, successeur de Lénine qui ne voulait pas de lui, resta au pouvoir jusqu'à sa mort en 1953. Il avait ordonné la mise à mort de Trotsky, assassiné en 1940 à Mexico. Kerensky survécut en exil jusqu'en 1970. Et l'Église orthodoxe lui refuse un enterrement religieux comme responsable de la chute de la Russie. Mon histoire de rat préférée, c'est l'histoire de l'expérience célèbre du paradis des rats. On place les rats dans des conditions idéales, où tout ce dont ils ont besoin leur est accessible. Et cependant, certains rats quittent ce paradis et s'en vont malgré tout dans de mauvais endroits où tout va mal. Pourquoi cela ? Parce que la nature comprend très bien que si une catastrophe globale survient et que tous ceux qui se trouvent au paradis viennent à mourir d'un coup, ceux qui sont partis peuvent engendrer une nouvelle génération et assurer la survie de l'espèce. N'importe quelle révolution culturelle, technique, politique est une tentative de partir du paradis pour aller là où il est dur de vivre, de partir même pour des endroits où règne un état de crise pur et simple, parce que cette crise contient des éléments de renouveau. C'est pour cela qu'on peut dire de la révolution qu'elle a apporté plus de mal que de bien à la Russie, mais qu'elle a aussi apporté beaucoup de bénéfices à son entourage. La Révolution a légué quelque chose à l'Occident de l'après-guerre, dans le sens où les gouvernements de l'Ouest connaissaient désormais le danger qu'il y a à ne pas satisfaire les aspirations potentiellement dangereuses, révolutionnaires, les aspirations de ceux qui veulent une plus grande équité économique et sociale. Donc on peut dire que c'est l'Ouest qui a connu depuis la guerre un accroissement de son niveau de vie, de la qualité de la vie, qui a le plus bénéficié de la Révolution. Il y a ceux pour qui la Révolution russe fut la première catastrophe du siècle. Mussolini puis Hitler ont été très influencés par la technique du coup d'État et par la réussite de Staline, de Lénine d'abord, puis de Staline ensuite, pour l'instauration d'un État totalitaire. C'est la création, Lénine est le créateur de l'État totalitaire, c'est-à-dire la plaie du XXe siècle. Pour d'autres, il ne faut pas, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. Les esprits brillants, d'une façon ou d'une autre, vont toujours imaginer de reconstruire le monde, pour le rétablir sur des bases plus rationnelles et plus parfaites. Et tôt ou tard, ils arriveront à leur fin. La première fusée a explosé lors de son lancement, mais l'exploration spatiale a continué. Ce fait que le projet soviétique s'est effondré.
par la force de l'imperfection de la nature humaine et du fait de la spécificité de l'Empire russe, de manière relativement honteuse, n'empêche pas que des projets similaires seront entrepris. Nous allons sûrement voir ça de notre vivant. Un jour, notre médiocrité actuelle nous sera insupportable. En ce qui concerne la révolution, c'est une idée magnifique. Mais ce qu'il y a, c'est que ça ne s'est peut-être pas passé comme on le voulait. Mais dans le principe, c'est normal comme idée. Ce que ça a donné, c'est une autre histoire. Et pourquoi ça s'est passé comme ça aussi, c'est une autre histoire. Mais je vous le répète, l'idée même, la révolution, c'est bien. Après, je ne sais pas bien. Moi aussi, je suis issu du peuple. Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a là-dessous. Les machinations... Mais je le répète encore, l'idée de la révolution est bonne.